La parole. J'ai la beauté facile et c'est heureux. Je glisse sur le toit des vents. Je glisse sur le toit des mers. Je suis devenu sentimental. Je ne connais plus le conducteur. Je ne bouge plus, soit sur les glaces. Je suis malade, fleurs et cailloux. J'aime le plus chinois au nu. J'aime la plus nue aux écarts d'oiseaux. Je suis vieille, mais ici, je suis belle. Et l'ombre qui descend des fenêtres profondes épargne chaque soir le cœur noir de mes yeux. Nous reprenons donc l'analyse dans cette deuxième partie. Le poète, évidemment, se définit, disons, la parole poétique se définit comme libération, comme vœu de liberté par rapport aux normes. Ainsi, la poésie se retrouve sujette à une vulnérabilité épisodique que le vers 6 va poser. Nous disons « Je ne bouge plus soit sur les glaces ». Je ne bouge plus soit sur les glaces. Cette vulnérabilité épisodique est associée à ce qu'on appelle à la scène du deuil, dans la mesure où l'image suggérée par le vers, c'est que le poète, le jeu, c'est-à-dire la beauté, est devant un miroir, une glace, couverte d'une couverture en soie. L'absence du mouvement, c'est-à-dire immobile, je ne bouge pas, l'absence du mouvement est corollaire de l'absence de reflets sur les glaces, voilées par de la soie. Donc ils sont voilés par de la soie. Cette image surréaliste, à savoir le deuil, l'immobilité, la glace voilée, mais aussi le choix du matériau, la soie. Cette image surréaliste surprend le lecteur, parce que rien dans ce qui précède ne prépare à ce sens, ou bien ne prépare ce sens. On passe de l'euphorie à la dysphorie. Nous pouvons interpréter cela par l'exigence de la surprise et de l'étrangeté que nous retrouvons, étrangeté qui accompagne l'image surréaliste. Certes, mais il peut renvoyer aussi à la dimension fantastique qui a accompagné le comportement et l'activité surréaliste dès la naissance du mouvement. Donc nous retrouvons, après avoir donné tous les attributs, les atouts positifs de la parole poétique, nous nous retrouvons devant quelque chose qui déconcerte le lecteur dans la mesure où on ne comprend pas comment se fait-il que le glissement, la dynamique, la joie et tout ça, puis il se retrouve immobile dans une ambiance de deuil. Peut-être c'est une façon de surprendre le lecteur en incluant, en insérant dans cette représentation une dimension fantastique et qui sert justement à traduire l'esthétique de la surprise et de la provocation. Il peut enfin renvoyer à l'expression d'une beauté sans reflet, c'est-à-dire une présence sans expression, pour ainsi échapper à l'effet du temps. À voir. Donc c'est une question qui peut être discutée, qui est discutable à plus d'un point. Mais une beauté immobile, comme une statue, c'est aussi une piste d'analyse. Dans le vers suivant, je suis malade, fleurs et cailloux. Dans ce vers, nous assistons à notre revirement pour revenir au temps positif du début, mais en utilisant aussi un adjectif déconcertant pour parler des fleurs et des cailloux. C'est le propre du langage surréaliste que de surprendre par des associations inouïes. La structure du vers « je suis malade, fleurs et cailloux » juxtapose l'état de maladie du jeu avec le mot fleur coordonné avec caillou. Écriture automatique. Peut-être, mais fort probable, n'est-ce pas? Mais le lecteur peut harmoniser, en considérant la signification qui se présente à lui dans le cadre de l'ambiance surréaliste, à savoir que le discours poétique, celui qui est présenté initialement comme anticonventionnel, est féru, donc le discours poétique est féru des éléments de la nature comme les fleurs et les pierres, par un retour premier au monde. C'est-à-dire il y a une insistance sur la dimension de la nature
qui est exprimée par cette bizarrerie structurale propre aux surréalistes. D'accord? On va dire que c'est pour interpréter cet aspect. Autrement dit, le chaos de la Première Guerre mondiale a installé dans la vie des hommes donc le chaos installé par la Première Guerre mondiale dans la vie des hommes est balayé par l'imaginaire du poète, par une nouvelle, on va dire, tabula rasa, qui n'est pas point du tout cartésienne. Donc, en vue, c'est-à-dire le poète ici, balaye tout ce qui précède, en vue de recommencer à meubler le monde à nouveau et à mieux l'habiter. Donc, c'est pour ça, cette thématique sera développée dans les recueils qui vont suivre, postérieurs, comme l'amour et la poésie, avec les motifs du commencement et de l'inauguration. Toujours, évidemment, inséparable de la femme. La parole est amoureuse à en devenir malade de la nature. La parole est amoureuse de la nature à en devenir malade. Exprimée ici par le biais de la métonymie fleur et caillou, comme détail qualitatif d'une vie sauvegardée. D'accord? Fleur et caillou renvoient à nature, au paysage, n'est-ce pas? Et donc le poète, il est amoureux, fou, à en devenir malade de cette nature. On peut par ailleurs interpréter caillou comme un synonyme provocateur pour indiquer les pierres précieuses qui, comme les fleurs, sont inséparables de la conception de l'amour et de sa représentation littéraire, comme dans Alice au pays des merveilles. Donc évidemment, c'est le merveilleux qui s'installe dans le texte, comme l'a si bien, présenté André Breton dans le premier manifeste du surréalisme. L'insistance du surréel, l'insistance du merveilleux dans le texte littéraire. La parole poétique continue à se révéler au lecteur. Dans le vers 8, j'aime le plus chinois au nu. Dans le vers 8, l'aveu d'amour porte sur le plus chinois, ce qui est une image surréaliste, un amour porté au nu, jusqu'au plus haut point. L'adjectif chinois est associé à la représentation culturelle de tout ce qui est ambigu, obscur et compliqué. Idée que nous retrouvons dans plusieurs expressions, comme les chinoiseries, c'est du chinois, casse-tête chinois, etc. Comment ce qui s'est défini au début du poème par sa facilité et son aisance, peut-il aimer ce qui est obscur ou étrange? Ce paradoxe est le propre de la parole poétique et de l'image surréaliste qui associe en elle les réalités les plus hétérogènes, les plus éloignées, sans relation de cause à effet. Donc il ne faut pas s'étonner en voyant cela, parce que la poésie, elle est facile, mais en même temps, elle peut, dans sa spontanéité, ou bien dans sa naïveté, évidemment, être attirée par ce qui est compliqué, par ce qui est étrange. Donc, au lieu de compliqué, on va utiliser le mot étrange et surprenant. Dans le vers suivant, j'aime la plus nue aux écarts d'oiseaux, il est question de la passion pour la nudité qui exprime ici la métonymie érotique avouée sans embâche, directement, ce qui instaure l'analogie fondamentale pour Éluard, outre la poésie et l'amour. Donc il est clair que chaque fois que le poète décrit ou bien veut parler de la poésie, il ne peut recourir que au langage de la passion amoureuse et tout ce qui se rapporte à la féminité. Le superlatif de l'expression la plus nue permet de conclure à l'aspect démesuré de cette nudité déterminée par l'épithète homérique aux écarts d'oiseaux. La plus nue aux écarts d'oiseaux. La nudité symbolise dans le contexte surréaliste la dimension érotique. Évidemment, dans d'autres contextes, il peut signifier aussi la pureté, la virginité, n'est-ce pas? Il peut signifier aussi la pureté, la chasteté, comme dans les icônes religieuses. La nudité donc symbolise ici la dimension érotique qui place la femme au cœur de l'expérience poétique et artistique. C'est une nudité diamantine et transparente.
D'où son association toute surréaliste à l'envergure ornithologique, ce qui se rapporte aux oiseaux, aux ailes des oiseaux, en vue d'évoquer la dimension aérienne de la parole poétique. Quand il dit « j'aime la pluie nue aux écarts d'oiseaux », cette association, on va dire, ornithologique au déploiement des ailes est une façon d'insister sur la dimension aérienne de la parole poétique. Enfin, l'oiseau se présente ici comme emblématique du poète, dont les ailes traduisent à la fois l'envergure, la protection et les écarts. La parole poétique est libérée par le poète qui la porte au-delà de ce qui est habituel, de la notion. En tant que telle, elle est sous son contrôle et sous sa maîtrise, le sens de la protection. Dès lors, d'où les écarts par rapport à la norme. Les libérations du signe et du langage auquel il préside. C'est pour cela qu'elle est nue et se donne à lui, transparente et diamantée. Le vers 10, je suis vieille, mais si je suis belle, le vers 10 pose une antithèse en associant le sens de la vieillesse à la beauté, à cette figure de style qui consiste à inscrire dans une phrase au plus deux contenus contradictoires, s'ajoute en fait un paradoxe qui est la manifestation d'une représentation qui s'oppose à ce qui est en vigueur dans la culture. La plupart du temps, les gens utilisent paradoxe dans le sens d'antithèse. Je pense qu'au niveau des études littéraires, il faut les distinguer. L'antithèse est une figure de style qui consiste à utiliser dans un énoncé au moins une phrase, voire plus, parce qu'il peut porter aussi sur une œuvre, deux réalités contradictoires, donc qui se contredisent. Par contre, le paradoxe, qui est en fait non pas une figure de style, mais une figure de rhétorique. Cette figure de rhétorique consiste dans le fait d'adopter un point de vue contre la doxa, qui s'oppose à la doxa. Ce n'est pas l'énoncé en lui-même, mais c'est le fait d'adopter une posture différente à ce qui est en vigueur. C'est pour ça on dit paradoxal, doxa. D'accord? Donc il est beaucoup plus au niveau de la rhétorique et du style oratoire. Ici nous sommes donc à la fois nous avons dans les deux aspects en fait nous avons à la fois une antithèse stylistiquement parlant, c'est-à-dire c'est une figure isolable dans le texte, et en même temps nous avons un paradoxe dans la mesure où le fait d'associer la beauté à la vieillesse, c'est aller contre ce qui est en vigueur au niveau de la culture partout dans le monde, parce que dans la mesure où la vieillesse ne peut s'associer à la beauté, dans la mesure où l'âge ternit les signes qui la font prévaloir. Donc ici, nous avons un paradoxe, effectivement. Dans ce vers, il n'est pas un signe d'un caractère rotor, donc cette association, ce paradoxe, ce n'est pas le signe d'un caractère rotor, mais tout simplement un renvoi à la fonction poétique où la vieillesse dont il s'agit renvoie à son ancienneté existentielle, c'est-à-dire la beauté poétique est une réalité qui a toujours existé dans les textes littéraires, au point de définir le genre poésie par elle. C'est-à-dire la beauté, elle est ancienne parce que c'est un thème qui a toujours existé, qui a toujours accompagné la poésie. En dépit de cette historicité ontologique, si nous pouvons nous exprimer ainsi, la parole demeure une réalité de beauté et de charme. Donc, comme nous avons dit, en dépit de son ancienneté, c'est-à-dire d'un thème qui est ancien, mais qui est quand même un thème majeur de la littérature universelle, donc la beauté, n'est-ce pas, est une réalité de beauté et de charme. Nous avons évoqué dans nos différents cours de poésie que le chant poétique est indissociable à une certaine explication étymologique du charme, au sens de ravissement et de l'effet d'incantation, mais aussi de l'ensorcellement positif par les mots. C'est-à-dire que dans le mot chant, dans le poème,
dans le poème, il y a le sens du charme, dans le sens à la fois beauté, ravissement, mais ravissement par un effet d'ensorcellement. Je vous renvoie au texte de Valérie, Charme, au recueil de Valérie Charme, mais aussi à l'incantation poétique, donc le concept de l'incantation chez Mallarmé. L'adverbe dans le texte ici, je suis vieille, mais ici je suis belle. L'adverbe ici, renvoyé à la localisation spatiale, prend en fait un sens temporel d'ici et maintenant. Dans cette prise de parole et dans cette contemporanéité, si on peut dire, dans la présence de ce présent. Donc le ici, c'est maintenant. Le ici qui est spécial, qui est spatial, et en fait un ici temporel. Et donc il est spécial, pour jouer un peu sur les mots, ce qui renforce encore le symbolisme de cette parole qui dit l'amour et qui est belle. Les deux derniers vers, et l'ambre qui descend des fenêtres profondes épargne chaque soir le cœur noir de mes yeux. Les deux derniers vers du poème sont des alexandrins, si on se réfère évidemment au compte syllabique. Mais Éluard n'a pas voulu mettre de rime parce qu'il s'inscrit dans le cadre de l'esprit nouveau. Donc nous avons, comme j'ai dit initialement, dans beaucoup de ces textes, on va retrouver beaucoup d'alexandrins, mais sans évidemment les aliéner par des exigences strophiques ou bien par des exigences du schéma des rimes, etc. La signification qui s'impose installe une certaine tristesse que les termes suivants posent. Dans les deux vers, fonctionnent comme chute, tout à fait, parce que à la joie, il y a une sorte de tristesse qui se crée. Nous avons une série de mots qui viennent assombrir d'une certaine manière cette ambiance. Nous avons le terme ambre, fenêtre, profonde, soir, cœur noir. Selon Jean-Charles Gateau, c'est la naissance de la crise, parce que le poème s'inscrit dans cette première partie qui est répétition, où la découverte de l'amour est inséparable d'un début de crise qui va prendre son paroxysme dans l'orchestre suivant, mourir de ne pas mourir. Donc c'est là la naissance de la crise qui se profile à l'horizon. Peut-être. Toujours est-il que la tristesse que le poète exprime par l'association de la noirceur qui domine le regard du poète, le cœur noir des yeux, en fait c'est la tristesse du cœur, c'est le noirceur, non pas noirceur dans le sens de la méchanceté, mais la noirceur dans le sens de ce qui obscurcit le cœur, au lieu de le rendre joyeux, n'est-ce pas? Donc comme j'ai dit, donc l'association de la noirceur qui domine le regard du poète est en fait une noirceur comme tache noire dans le cœur du poète. Autrement dit, la nuit semble épargner le poète pour ne pas le trahir, n'est-ce pas? En cachant l'absence de lumière dans le regard. C'est-à-dire que dans cette tristesse, le regard joyeux va perdre sa lumière. La nuit devient donc une protectrice. Ici, le jeu n'est plus celui de la parole poétique, mais du poète. Nous assistons au même glissement rencontré dans le bateau ivre de Rimbaud, où le jeu renvoie à la fois au poète au début, puis au bateau, et enfin au poème. Donc nous avons une conversion progressive du jeu. En prenant le jeu, en renvoyant au poète, le poète assimile la parole poétique. La parole dont il s'agit est la parole que le poète assimile et que le poète revendique. Néanmoins, notre interprétation de ces deux derniers vers demeure possible, parce que l'ambre qui souligne la profondeur des fenêtres peut se comprendre comme le signe du désenchantement et de la tristesse générale dans une France d'après-guerre. Je parle de la première guerre, pas la deuxième guerre. La première guerre mondiale, la parole de beauté, d'espoir et d'amour qui garde cependant comme arrière-plan un monde dévasté, aux prises avec le non-sens et le nihilisme. Donc, le texte lui-même est un texte très intéressant dans la mesure où il nous définit les contours d'une expression poétique surréaliste
dans son accessibilité, dans sa facilité, mais aussi dans sa beauté. Une beauté facile, mais une beauté aussi qui est aussi, on va dire, fantastique, qui peut surprendre. Donc, mais aussi, dans le poème L'important du poème, c'est qu'il trace l'effet du moment, si on peut dire, dans le texte. Le temps aussi est présent, l'historicité est présente dans le texte indirectement, pour souligner au contraire la dimension positive du poème. Si nous voulons reprendre le poème de manière synthétique, nous dirions que le poète Éluard dessine ce qu'est dessine on va dire fait le croquis de ce qu'est l'écriture poétique pour lui, ses contours du moins. C'est une parole à la fois facile et belle, alors que nous avons une conception de la beauté comme quelque chose qui est très recherché, très raffiné. Ce n'est pas le cas. Il est, une poésie, une parole facile et belle. Il est insouciante des normes et des traditions. Il exprime l'amour et l'aventure, la liberté, d'où le risque d'instabilité, même s'il reste quelquefois attaché à ce qui est étrange et obscur. Sa beauté est permanente et transparente en dépit de son ancienneté. C'est un thème qui est ancien, mais qui reste quand même un thème toujours d'actualité. Et en dépit du malaise existentiel qui gouverne son entourage et détermine son présent. Donc nous avons ici un certain nombre d'éléments qui nous permettent justement de comprendre ces aspects-là.